et pour dire un mot simplement de remerciement d'abord à tous ceux qui nous accueillent ici, la Philharmonie, et puis aux co-organisateurs, et à tous ceux aussi de ces réseaux qui, qui font que vous êtes tous ici et qui participent à cette action qui est New Deal, qui est la rencontre des programmateurs avec les musiciens, les créateurs, les responsables des ensembles. Et je veux donc immédiatement, pour commencer, faire deux choses. D'abord, saluer le travail qu'a fait le Syndéac. Donc, le Syndéac, c'est pas la musique, mais le théâtre. Et simplement pour dire combien c'est intéressant. Donc, vous l'avez par là, prenez-le, lisez-le. Et c'est un travail donc fait par le syndicat de toutes les maisons de théâtre sur la création musicale. Et puis, je veux remercier simplement tous ceux qui font que ces journées New Deal existent. Bien sûr, nous, d'abord, la FEVIS, qui sommes un peu, comment dirais-je, la tête de file dans cette affaire, et puis Futur Composé, et puis l'Association des scènes nationales, France Festival, les grands formats, qui réunit les grandes formations et les grands collectifs, le REMA, c'est-à-dire le Réseau européen de la musique ancienne, et l'Institut français, qui est donc cet organisme public qui est en charge de la politique extérieure de la France. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que les représentants de chacune de ces organisations que je viens de dire, si vous voulez peut-être venir ici avec moi, simplement une seconde avant qu'on écoute l'exposé du Syndéac, pour montrer comment on a fait les choses. Venez. Alors donc, Futur Composé, la SN, France Festival, etc. Venez. Voilà, c'est juste histoire quand même de se rappeler que c'est un projet collectif. Pour personnifier la collectivité qui fait que vous êtes tous ici et que nous allons pouvoir passer ces 3 jours ensemble pour essayer de mieux diffuser notre travail, puisque le mot d'ordre aujourd'hui, c'est mieux produire et mieux diffuser. Ici, New Deal, c'est ce travail de diffusion et de rencontre donc entre le public et les créateurs et les interprètes que nous essayons de promouvoir. Voilà, merci à tous. Et maintenant, je vais demander au Syndéac de s'exprimer. Mais d'abord, je vais quand même dire un ou deux mots. Alors, Louis va dire des mots pour l'organisation. Merci beaucoup, Jacques. Non, ça va être très rapide. C'est moi, je vais me contenter de dire des choses extrêmement techniques et logistiques avant de céder la place au Syndéac, qu'on remercie d'être avec nous, évidemment. C'est juste pour vous rappeler un petit peu les choses qui sont immuables dans New Deal, et puis certains éléments qui ont un peu changé. Vous avez vu que nous commençons l'après-midi. Donc nous restons sur un projet de 4 demi-journées, mais qui se sont décalés avec une après-midi, une journée complète, puis une matinée un petit peu élargie. Donc pour ne pas se troubler ne se tromper dans les temps. L'autre chose aussi peut-être, c'est que nous avons pris encore un petit peu plus largement les espaces des coursives du foyer en fait au 5e étage, et donc vous retrouverez pendant les 2 jours et demi de vos présences, les stands de nos partenaires, notamment des grandes institutions culturelles qui nous accompagnent, et d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles vous accompagnent également. C'est le moment de les rencontrer, de les voir. Donc c'est un petit peu plus loin comme ça en allant vers dans le foyer. Et vous verrez aussi, c'est une petite nouveauté, on a essayé de rythmer tous ces espaces qui sont gigantesques, en fait, de petites tables. L'idée, c'est de vous dire que c'est aussi là, vous pouvez faire vos rendez-vous. Les rendez-vous des speed meetings des matins que nous pré-organisons, vous les connaissez, c'est bien, mais n'empêche que le reste du temps, on vous invite à rester tous présents et continuer à vous voir. Et donc, on a mis dans tous les espaces ces endroits où vous pouvez discuter les uns et les autres.
Enfin, dernier petit point, je veux absolument remercier, alors Jacques l'a déjà fait, merci beaucoup, mais la petite équipe autour de la FEVIS, qui a travaillé sur ces rencontres qui sont bien trop grosses pour ce que nous sommes et que nous parvenons à refaire et à améliorer d'ailleurs chaque année. Et donc nous avons, et je cite leur nom parce que c'est quand même un travail énorme, Héloïse Proy, qui est notre responsable vraiment de production et qui a coordonné l'ensemble, Pierre Carlet, l'administrateur de la FEVIS, Marine Gacogne, qui nous a rejoint à la communication et qui arrive et qui prend de plein fouet notre organisation. Donc merci beaucoup. Thomas Le Foll, notre stagiaire, et puis même Clément Vial, qui a quitté la FEVIS et qui a continué et à nous aider. Voilà, merci beaucoup pour eux et merci beaucoup à vous. Et puis maintenant, je vous remercie, Anne Wilfried, de venir pour présenter ce cahier que le Syndiac a fait sur la musique. On est ravis que le Syndiac se soit intéressé aussi fortement, aussi profondément à nos sujets. Donc merci de nous donner la primeur de votre livre. Grand merci à toi, Louis, pour ton magnifique travail pour la défense des ensembles d'Avignon à la Philharmonie. Bravo. Peut-être je présente Wilfried Wendling, qui est avec moi à mes côtés, qui est le directeur du Centre national de création musicale à Alfortville depuis 2014. Et grand merci Anne, je suis ravi de présenter avec toi ce livret à Anne, qui est donc directrice des deux scène nationale de Besançon. Je vais donc commencer par peut-être rappeler la spécificité de ce livret, puisque le Syndiac est un syndicat très connu, et pas uniquement un syndicat de théâtre. Et c'est ce qui est finalement le plus ignoré, puisque la musique, en fait, irrigue notamment les scènes généralistes à travers les scènes nationales, les scènes conventionnées, mais y compris les CDN et d'autres types de labels, en fait, depuis très longtemps. Et donc, la question qui a été celle aussi du groupe musique, c'est de dire que le Syndiac est parfaitement légitime et représentatif sur la question musicale et un enjeu majeur sur la question de la diffusion, notamment pour les questions de création musicale. Je pense également que c'est un enjeu très important pour les musiques, et notamment les musiques de création, de travailler sur cette notion politique de la représentation qu'est le Syndiac. C'est-à-dire que ça a toujours été un acteur politique en fait extrêmement important à l'endroit évidemment du théâtre et de la danse, et finalement peu représenté à l'endroit de la musique. C'est un véritable changement, et ce livret en est, en tout cas j'espère, la preuve. La question... les points importants du Syndiac autour de la question de la création contemporaine et du service public me semblent absolument idéaux pour défendre la question de la création musicale aujourd'hui, non pas uniquement dans le champ de la musique classique et des musiques traditionnellement dédiées au champ de l'expérimentation, mais globalement pour les publics les plus larges et pour défendre encore une fois l'intérêt général. D'abord, on a observé un constat que la musique est partout dans l'ensemble des adhérents, on l'a dit, du Syndiac, parce qu'elle traverse toutes les disciplines artistiques de la création, aussi bien le champ du théâtre que celui de la danse ou du cirque ou encore de la marionnette. Les compositeurs et les créateurs de musique sont là aussi pour accompagner et soutiennent, pas que seulement accompagner, et soutiennent l'acte de création sur l'ensemble des plateaux. Dire aussi que la France est riche d'un maillage énorme et de grande qualité d'ensemble indépendant artistique et de structures qui programment la musique. Ce maillage, il est précieux dans l'étude qu'on a pu faire. Et puis aussi rappeler que c'est quand même la musique, la première pratique artistique et culturelle des Français. C'est donc un constat, un premier constat qui nous amène à une interrogation dans ce groupe musique, de se dire la politique publique face à ce constat très, très positif est-elle aussi à la hauteur finalement des enjeux du secteur musical aujourd'hui, alors que les moyens sont quand même de plus en plus rares. Est-ce que cette politique publique est aussi donc présente et dans un axe bien défini? Est-ce que comment nous, le Syndiac, on peut inviter davantage la musique comme les autres disciplines pour nous à défendre un service public de la musique dans l'action syndicale que l'on porte collectivement. Les axes de réflexion qu'on a pu mener, ils sont évidemment le soutien
comme je dirais dans toutes les disciplines, aux artistes vivants qui forment ce réseau très riche en France, qui sont en train aussi d'écrire et de construire le répertoire de demain, mais qui sont vivants là aujourd'hui. Et puis, on va traverser le rôle des scènes pluridisciplinaires dans ce territoire et ce maillage. Également le périmètre à la fois de la DGCA, celui du CNM, des DRAC, dans la déconcentration du ministère de la Culture. Donc pour cela, en 22, on a commencé à se mettre en 2022 tous ensemble au travail, en regroupant donc des gens assez différents, adhérents du Syndéac. Et évidemment, la création du CNM n'était pas totalement, était aussi une mobilisation nécessaire qui a peut-être démarré la réflexion, mais on est allé au-delà. En 2023, on a rencontré beaucoup d'organisations du secteur professionnel. On a depuis fait une première présentation dans l'objectif d'éditer et de rassembler notre pensée, notre conviction syndicale, notre parole syndicale, une première synthèse au Festival d'Avignon l'été dernier. Et on a organisé un premier débat sur ce sujet avant même d'avoir sorti, parce que vous avez vraiment la primeur, et merci encore à la FEVSIS de nous donner cet espace de parole là, pour vous présenter ce document et échanger avec vous. Donc un premier débat lors du MAMA où on a invité la DGCA, Christopher Miles était à nos côtés, le CNM, la Maison de la musique contemporaine, le syndicat des musiques contemporaines et le syndicat des musiques actuelles. Et puis donc le 6 novembre dernier, on vient de valider ce livret que vous avez entre les mains par le Conseil national du Syndéac. Vous dire qu'on le vit et qu'on le présente aujourd'hui comme un document qu'on souhaite vivant, comme un premier acte, le début de quelque chose à marquer qui va s'enrichir au fur et à mesure des débats et des rendez-vous qu'on va avoir à suivre. Le livret donc, est scindé en 5 grandes parties que je vais essayer de présenter de façon la plus objective possible, sous le regard bienveillant de Vincent. Je ne vais pas dériver trop sur des points de vue personnels, même si ma passion pour la création musicale est toujours intacte. La question, donc la première partie a été un enjeu important sur la question de la définition, d'essayer de redéfinir même ce qui faisait en fait la question du service public, ce qui fait évidemment la question de la création. Là, j'aime à titre personnel rappeler la loi, mais là c'est une donnée objective en fait que la loi rappelle la priorité des missions de service public à la question des auteurs vivants, ce qui est déjà en fait un premier argument à rééquilibrer la question de la politique, notamment musicale. Et ensuite sur la question du renouvellement des modes d'expression, qui est une formulation toute juridique, mais qui quand même défend à demi-mot la question de la recherche et de l'expérimentation. Toutes ces notions de définition pour le service public et pour une politique de la création musicale a été un gros enjeu, comme Anne l'a dit, à travers la consultation de différentes structures représentant la création musicale et la musique en général. Donc cette première partie était plutôt axée sur la question de la définition et des définitions nécessaires. Ensuite, la question du rôle du ministère et des services déconcentrés. Évidemment, la question de la DGCA à travers la délégation musique et notamment au niveau des concentrés des politiques des DRAC, des réseaux, on a évoqué avec la question des scènes nationales, mais plus globalement de l'implantation territoriale à travers le développement nécessaire, en tout cas c'est ce que je le souhaite, des CNCM, et d'une ouverture en fait et d'une attention plus importante à l'endroit spécifiquement de la création musicale en référence aux définitions mentionnées dans la première partie. Une troisième partie a été plutôt consacrée à la question de l'audiovisuel public. Alors, pour rappel succinct, le budget de la DGCA, si j'y arrive pas, ça va être difficile, mais la DGCA est à un peu moins d'1 milliard. Radio France a déjà plus de 500 millions et France Télévisions 2,5 milliards. Sur Radio France, la place de la création musicale et des compositeurs et compositrices vivants a réduit de plus de 50% en quelques années. Si on remonte à 10 ans, il était 4 fois plus important. Donc il y a une réelle diminution à cet endroit du service public de la prise de risque, pour revenir aussi à un terme qui a irrigué beaucoup nos réflexions. Sur France Télévisions, donc budget de 2,5 milliards fourni par l'État, la place est
nulle à peu près, c'est-à-dire inexistante pour les questions de création musicale. C'est un véritable enjeu si on veut pouvoir redynamiser et réellement transmettre ces pratiques musicales qui sont absolument, à mon sens, essentielles à l'endroit de l'émancipation et de la diversification. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette question-là, mais l'enjeu de l'audiovisuel public est véritablement important, au-delà même de la question de la musique. Et c'est l'endroit aussi que rappelle la création musicale. C'est que finalement, les enjeux pour une politique publique à l'endroit de la création contemporaine en général. Le rôle du CNM, qui est un acteur tout récent et qui, par son existence même, en fait, redéfinit un petit peu les différents enjeux, notamment à l'endroit de la question de la lucrativité, à l'endroit de la question des musiques plus orientées sur la question du commerce ou de l'industrie, et donc du rééquilibrage entre les politiques publiques en faveur de l'intérêt général ou du dynamisme de l'économique pour aller un petit peu vite. Et surtout, cette question essentielle qui irrigue le CNM depuis le départ, la question de son périmètre et de son financement ou de sa gouvernance. Enfin, la question des OGC, autour du principe principalement de l'action culturelle. Et on l'a vu ces derniers temps, une forme tout de même de désengagement à l'endroit notamment de la SACEM, mais également des autres OGC qui prennent de plein fouet la crise post-Covid et ont tendance parfois à mettre un petit peu de côté leurs obligations liées à la question du service public et de l'action culturelle. Donc ce travail, alors là je crois que c'est le moment du slide. Ce travail, c'est donc... Merci. Donc, ces 5 parties se sont découlées en 3 prises de position. Donc, d'abord, une première position sur le soutien nécessairement renforcé aux musiques de création, afin que le service public de la création musicale ait les moyens de remplir pleinement ses missions d'intérêt général. J'en ai déjà parlé, c'est à travers ça la défense de la question du service public dans le spectacle vivant, et à travers la question de la création musicale, la question des auteurs et du rééquilibrage, à mon sens, essentiel entre la question des auteurs morts et des auteurs vivants dans la politique musicale. Et enfin, évidemment, la question du service public que j'ai déjà largement abordée. Peut-être la deuxième proposition, elle découle de celle-là en quelque sorte, et puis peut-être c'est plus facile pour moi de la dire aujourd'hui qu'au MAMA, quand même, parce que là, on est tous à peu près convaincus qu'il faut plus de moyens pour la musique de création. Au MAMA, c'était pas forcément... voilà, c'était un peu plus divers dans l'audience qui était présente. Il y avait pas mal de producteurs privés aussi, de gros labels. Et donc, la deuxième proposition, elle est quand même de faire reconnaître aussi la question du risque artistique et de bien différencier ce qu'est un risque artistique d'un risque purement financier ou d'intérêt privé, et d'avoir conscience et de demander du coup au pouvoir public d'inverser un peu la tendance que l'on peut constater dans les commissions ou dans d'autres guichets où la musique de création est mise trop souvent en concurrence directe avec ce que je pourrais appeler un petit peu le secteur marchand finalement de la musique, et alors que son schéma économique est bien plus fragile dans sa constitution. Donc d'avoir voilà, cette vraie vigilance, cette nécessité de mettre des moyens supérieurs pour prendre en charge aussi et intégrer la question de l'expérimentation et de la recherche qui est partie prenante de ce qu'est la création artistique, comme nécessaire pour moi de l'indépendance artistique. Et c'est bien ça aussi qu'il faut avoir en tête, la question de l'indépendance. Le soutien de l'État aujourd'hui à travers des fois plusieurs opérateurs n'est pas forcément orienté vers justement ces fragilités, ces écosystèmes fragiles, plus fragiles en tout cas que des producteurs qui seraient non pas indépendants mais plus dans les intérêts privés que défendus aussi et qui existent, sont nombreux dans la musique. Voilà donc la deuxième position du Syndéac. Pour la troisième prise de position, le Syndéac insiste donc sur la nécessité de renforcer les services de l'État dans les territoires pour un service public ambitieux de la création musicale.
La question de la richesse artistique, culturelle, et le fameux question du maillage culturel nécessite une politique de l'État renforcée, à l'endroit évidemment des moyens financiers, mais matériels et humains. L'investissement également du Syndéac sur cette notion de maillage culturel est très important à travers notamment toutes les discussions qu'on a pu avoir avec l'Association des scènes nationales et avec la question du réseau des scènes généralistes, qui sera pour l'avenir, à mon avis, une véritable dynamique nouvelle pour la question de la création. Que simplement on soit là à discuter effectivement de ce sujet est déjà une réussite que j'espère en tout cas fertile pour l'avenir. Mais on aura besoin effectivement du soutien de l'État pour renforcer cette question du maillage culturel à travers notamment les DRAC, qui sont les acteurs du service public de la création sur tous les territoires. Bien, on arrive bientôt à la conclusion de cette petite présentation, parce qu'on souhaitait avoir aussi un temps d'échange avec vous. On fait le constat, on part que souvent la musique est, je dirais, étudiée un peu à part du spectacle vivant. Ce premier travail a l'objectif aussi de davantage prendre en considération la musique dans les problèmes qui se croisent et qui sont souvent identiques en général de la création artistique, de créateurs vivants. Je le redis souvent, on a dit de la musique qu'il y avait plein de chapelles et qu'il était difficile de parler à toutes les chapelles. Moi, je pense que l'acte de création, de l'indépendance, du service public, c'est des choses qui rassemblent toutes les chapelles qui sont présentes dans la musique. Et je crois qu'elles sont, avec les générations qui arrivent, de moins en moins des obstacles pour faire avancer la création musicale. On constate quand même, je l'ai constaté hier encore lors d'un COREPS, qu'une collectivité parle de spectacle vivant, mais à part les mesures pour la musique, totalement différentes. Les ensembles en musique peuvent atteindre maximum 10 000 euros, alors que théâtre et danse, ça peut aller jusqu'à 80 000 euros. Et ça, les gens le découvrent seulement encore. Donc il y a un travail à faire, à la fois sur le plan national, mais à toutes les échelles des territoires, et que ce soit en tout cas le Syndéac compte y contribuer à son endroit dans le dialogue social, aussi bien au national qu'en région. Pour terminer encore, ça sera vivant qu'avec vos débats. Donc peut-être vous laisser la parole aussi pour des premières réactions, même si vous découvrez ce document, vous n'avez pas encore pu vraiment en prendre connaissance. Merci de votre écoute. Je peux laisser un des micros. Je veux juste dire là un point de vue de ministre de la Culture, simplement, ancien modèle. C'est que le fait que le Syndéac, le puissant syndicat des théâtres, pas seulement des théâtres, mais pour aller vite, le puissant syndicat des théâtres, viennent présenter aujourd'hui un rapport qui est vraiment très novateur sur la musique, dans une assemblée comme la nôtre, New Deal, où se retrouvent, j'ai compté, 181 à peu près équipes artistiques, 60 programmateurs autour de la musique, toutes les musiques, est un événement très important, parce que ça montre tout de même que le paysage et surtout les protagonistes changent d'état d'esprit, changent de pratique et changent de comportement collectif. Voilà, je voulais simplement le souligner et remercier le Syndéac d'être ici et de nous réserver la primeur de ce rapport sur la création musicale. Merci. Merci à vous. Il y avait une main qui ne se levait pas. Je vais faire le micro. Bonjour à tous, Jean-Michel Mathé pour le Syndicat national des scènes publiques et pour France Festival. Fidèle à ma réputation de râleur et de grande gueule, je ne suis pas complètement enthousiaste à la lecture de ce rapport. Je voudrais savoir pourquoi le Syndéac a travaillé en solo. Il y a d'autres réseaux, c'est-à-dire que c'est un travail intéressant, mais beaucoup d'autres réseaux, syndicats, fédérations, travaillent dans le domaine des créations musicales, partagent la plupart de ces positions, mais que je trouve un tout petit peu tièdes. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été évoqués. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de travailler en intersyndical avec d'autres fédérations? Parce que sortir un rapport sur la création, pour moi, c'est un petit regard. Pardon, je suis un peu négatif, mais
il y aurait besoin de plus de largeur et de travailler plus ensemble. Enfin, je ne sais pas ce d'autres qui en pensent. Merci pour ta intervention. Moi, je partage tout à fait. C'est un petit sujet, et c'est justement pour que ça ne le reste pas un petit sujet que le Syndéac s'est investi sur ce sujet. Je pense qu'effectivement, ce que vous dites révèle bien effectivement que la situation est anormale. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de consultations, comme on l'a dit, avec les syndicats de compositeurs, avec Futurs Composés, avec différents types d'organisations représentatives, en tout cas de l'enjeu de la création musicale, à l'endroit précisément de la création contemporaine, qui est un des cœurs de métier de la question du Syndéac. Après, sur les constants de concertation, je pense qu'évidemment, le Syndéac est tout à fait ouvert à des concertations intersyndicales et le fait en permanence, ne serait-ce que sur la question de l'intermittence, pas plus tard qu'aujourd'hui. Mais Vincent, peut-être, sera plus complet sur ce sujet. Moi, je veux bien compléter. Jean-Michel, je te remercie de la question parce que évidemment que c'est un travail qui ne doit pas se poursuivre seul. D'abord, il était quand même essentiel parce que le Syndéac, en étant membre, part de loin sur cette question de la musique. D'abord, d'établir qu'est-ce qui fait la conviction commune, qu'est-ce qui rassemble les adhérents du Syndéac, qu'est-ce qui fait la position du Syndéac, pour pas que chacun parle juste en son nom des quelques représentants de la musique aujourd'hui qui sont adhérents du Syndéac et qui sont de plus en plus nombreux. Et donc, il faut aussi pouvoir les accueillir, tous ces nouveaux adhérents, et se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va défendre. Mais maintenant, je pense que c'est le stade 2, en fait, voilà, d'aller rencontrer les autres. Et je pense que derrière ta question aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la musique de création et d'auteurs, de créateurs vivants, il y a aussi la question du répertoire aussi derrière ta question. Qu'est-ce qu'on en fait de ce répertoire? On l'a peu évoqué. Je pense qu'on a tout à fait conscience aussi que on a envie d'assumer qu'il y a une part importante du Syndéac qui défend la création d'aujourd'hui, en ayant tout à fait conscience que la question du répertoire aujourd'hui par des artistes réinterprétés, que ce soit sur des instruments, changer les instruments d'un répertoire, réorchestrer des œuvres du passé pour les redonner aujourd'hui dans un contexte autre, est aussi de la création artistique. Donc je pense que le dialogue est ouvert à toutes ces questions avec les acteurs de la musique. Je vous laisse votre micro à deux. Comme ça, moi, je mets celui-ci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Loïc Guénin pour le Phare à Luciole et le Milieu Asso. J'avais une petite question. Merci pour ce rapport. Moi, je suis très content de voir que le Syndéac s'empare de ces questions des musiques de création. J'avais une petite question sur l'axe. Il nous semble donc pertinent de soutenir l'expansion en nombre et en moyens des CNCM. J'avais une petite question là-dessus en me disant que, effectivement, on sait qu'il n'y a que 7 CNCM et que c'est effectivement très très peu et que ça laisserait imaginer qu'il y a finalement très peu de musique de création face, par exemple, au 92 SMAC et donc à une diversité incroyable sur le territoire des musiques dites actuelles. Alors qu'en fait, quand on est sur le terrain, on sait très bien qu'il existe un nombre incalculable de lieux, de structures, de compagnies qui défendent la musique de création. Les musiques de création n'étant pas seulement les musiques de patrimoine, mais aussi des musiques qui s'inventent, qui s'hybrident, qui se croisent avec les musiques actuelles, avec le rock, la pop, le jazz, le hip-hop, tout ce qu'on veut. Et qui, en fait, je me demande est-ce qu'il ne serait pas intelligent de réfléchir à l'invention peut-être aussi d'un nouveau label, un label qui soit peut-être moins massif que les CNCM, un label qui ressemble plus peut-être à ce qui se fait pour les SMAC et qui puisse se répartir davantage sur le territoire pour défendre et accompagner des lieux comme cela. Mais c'est vraiment une question, je veux savoir ce que vous en pensez. Je vais passer la parole à mon collègue sur cette question, mais juste le côté massif des centres de création, il est un peu... parce qu'ils sont souvent très fragiles quand même. Tout à fait, tout à fait. Je voulais réagir aussi sur le côté massif, parce qu'effectivement, les CNCM, c'est à peine 3 millions en fait, pour l'État, et c'est le plus petit label, en fait, finalement, parmi les 13 labels d'État. Donc la question massive, en fait, n'est pas vraiment là. Ce qui manque, et je pense que tous les acteurs du spectacle vivant le constatent, c'est effectivement de véritables engagements sur la prise de risque artistique à l'endroit des collectivités territoriales. Et le désengagement de l'État des collectivités territoriales est à cet endroit en fait complètement sacrificiel pour plein de dynamiques locales, effectivement, qui souffrent terriblement en ce moment. Bon, la création d'un autre label, pourquoi pas? J'ai pas l'impression que ce soit la priorité du ministère actuellement. Et je pense que c'est la question des moyens, surtout dédiés, et comme on est aujourd'hui en train de témoigner effectivement
de cette dynamique-là et de cette ouverture-là, de replacer effectivement la question de la création musicale au centre de la question des politiques musicales en France. Après, il y a plein de pistes à explorer, et moi je suis ouvert à toutes ces pistes. Fabienne Loire, moi je m'occupe de l'association des scènes nationales. Pour peut-être abonder aussi votre question et les réponses, c'est qu'effectivement, on travaille, nous, sur ce sujet. Je pense qu'il est très important, enfin, ça correspond complètement à ce que vous venez de dire dans le rapport du Syndéac, que la musique de création, la musique contemporaine puisse être davantage dans les territoires. Créer de nouveaux labels, moi, je pense que ça peut avoir un coût et qu'en ce moment, c'est pas forcément le plus efficace. En revanche, nous, notre constat, c'était de se dire la présence des artistes, par exemple, dans nos maisons, dans les scènes nationales, de façon plus longue, était certainement un levier pour que la musique de création soit plus entendue, même par les équipes. Hein, je pense que c'est important. Et avec Anne, dans le cadre d'un travail aussi qu'on mène de notre côté, et avec vous, on parlait de dispositifs. Exemple, dispositif de compositeurs associés, pourquoi pas des dispositifs. Donc ça, c'est forcément des choses qui ne sont pas forcément très onéreuses, mais en tout cas, ça pourrait être une volonté de partenaires, comme bien sûr la DGCA, mais aussi, pourquoi pas, la SACEM, etc. Et voilà, en tout cas, on avait évoqué cette piste. Pourquoi pas. Alors peut-être faire un petit écho aussi à une réunion qui a eu lieu à Beaubourg l'an dernier, organisée par Méridien. D'ailleurs, le rendez-vous s'appelait Méridien, parce que c'est bien aussi, je pense que c'est des petits cailloux qui sont semés et qui font bouger les choses. Loïc, toi qui es associé au Merlan, hein, à Marseille, moi c'est l'occasion, parce que lorsque j'ai préparé Méridien, parce que j'animais la table ronde avec des créateurs, la question de la temporalité, du temps de la création, de la relation longue à un territoire, elle a été vraiment très très forte par les artistes. Donc je pense qu'en effet, c'est des pistes de travail importantes. Et à ce titre, je voudrais remercier le syndicat des musiques contemporaines et des compositeurs qui a contribué, entre autres, qu'on a rencontré, mais aussi au sein des scènes nationales, qui nous a dressé un portrait aujourd'hui des petites fiches de l'ensemble des compositeurs qu'on va partager avec les directeurs des scènes nationales, qui sont intéressés pour aller en résidence longue sur des territoires. Et c'est vraiment hyper bien fait. Donc merci et bravo, c'était un travail colossal. Je pense que c'est sur des actions concrètes que les choses aussi pourront avancer. Et j'étais ravie de voir quand même que dans cette liste, il y avait déjà pas mal de gens qui étaient en résidence et associés. Même si on est peu forcément présent à tous les rendez-vous, voilà, c'est... Bonjour, Maxime Caprielian, chargé de diffusion pour l'ensemble Musica 13, Centre national d'art vocal. Merci, d'abord merci pour ce rapport qui est un petit peu plus optimiste et positif que ce que nous avions eu l'an dernier. Et par rapport à justement les scènes pluridisciplinaires, en lisant le livret qui nous a été remis, on regrette un manque de directeurs ayant une appétence musicale, enfin directeur ou directrice, évidemment. Quel moyen pour finalement engager et solliciter plus d'administrateurs venus de la filière musicale à la tête des scènes conventionnées ou des scènes nationales? Alors administrateur, je ne sais pas, directeur aussi artistique d'un lieu, d'un projet artistique. D'abord, c'est une discussion qu'on a eue avec le ministère et on défend. Alors moi, je dirige une scène nationale, mais au titre du Syndéac ou de l'association des scènes nationales, on défend à ce qu'aujourd'hui le ministère ait une position aussi très claire dans le recrutement, c'est-à-dire dans les notes d'orientation qu'on donne. Et lorsqu'on demande à chacun des directeurs d'avoir c'est quoi le projet artistique que tu vas faire en théâtre ou en danse? Et jusqu'à présent, on ne demandait pas vraiment la chose sur la musique. Donc, on demande d'intégrer dans les notes d'orientation et dans les projets, la rédaction des projets, la question de la musique. C'est ce qui s'est fait depuis les derniers recrutements des scènes nationales. Chaque nouveau directeur va devoir écrire et justifier c'est quoi le projet qu'il va écrire pour la scène nationale, pour la musique.
Ça, c'est vraiment, pour moi, un pas vraiment important, d'obliger quelqu'un, même s'il n'est pas le spécialiste, et il y en a plein qui sont ni spécialistes de danse, ni de théâtre, d'essayer de penser, et d'ailleurs, il ne va pas penser tout seul dans son coin, il va certainement aller voir un ensemble avec qui il est en confiance, un artiste avec qui il s'est bien entendu parce qu'il l'a programmé une fois, qu'il soit compositeur ou directeur d'ensemble de toutes disciplines confondues. Il va s'appuyer sur les artistes, parce que tout seul, il ne va pas le faire. Donc ça, c'est pour moi une des choses les plus importantes. Pour juste ajouter un petit élément, c'est que ce livret est déjà une réponse en fait à cette question. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des nominations effectivement qui puissent arriver demain. D'abord, l'État n'est pas le seul décideur en fait sur la question des nominations dans les scènes nationales, et la question des collectivités locales, encore une fois, est un enjeu absolument majeur là-dedans, et la question des créateurs en musique est à relier à la question politique en fait au niveau local, et ça c'est un enjeu dont doivent se saisir les musiciens à différents endroits. Et ensuite, ce livret est un début de réponse dans le sens où il problématise effectivement cette question de la création musicale à l'endroit du secteur généraliste et des politiques culturelles en général. Et donc je pense que c'est un premier pas justement de sensibilisation et de prise de conscience en fait d'une réalité très clairement déséquilibrée. Bonjour, Lorraine Villermo, les talents lyriques. Au-delà de considérations générales, puisque en tant qu'ancienne présidente de Profévis puis Profédim, on a eu d'immenses échanges avec le Syndiac sur la musique depuis 25 ans. Donc voilà, c'est des questions récurrentes qu'on n'a jamais totalement résolues. Donc je suis contente que ça revienne sur la table, mais voilà, je pense que c'est pas un sujet nouveau ni récent, et je pense qu'il y a plein de choses à raconter sur l'histoire aussi. Mais c'est pas le lieu aujourd'hui. Non, je voudrais simplement, sous réserve que je lise en détail ce livret, comprendre mieux la position que vous indiquez à la fin du livret sur le CNM. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction dans vos arguments développés dans le corps du livret sur l'idée que le ministère de la Culture doive reprendre sa responsabilité de garant du service public de la musique et des enjeux justement de politique publique de la musique, et que finalement le CNM est un des opérateurs qui distribue des aides économiques. Et vous semblez pointer qu'il y a des problématiques dans les commissions d'attribution d'aides en fonction du financement public reçu par les porteurs de projets, ce que moi je n'ai pas constaté dans mes commissions, mais peut-être y a-t-il d'autres témoignages ici. Et alors que vous dites en conclusion, et c'est ça que je voudrais que vous clarifiez, que le syndicat conteste le modèle en vigueur dans lequel une partie des moyens du CNM est distribuée pour soutenir des prises de risques uniquement économiques. Et dans la phrase d'avant, vous voudriez que le CNM alimente la prise de risque artistique. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction dans les deux points de vue, et j'aimerais que vous le clarifiez. Est-ce que le CNM doit amplifier son travail d'expertise artistique, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, et que ce ne soit pas qu'un opérateur d'aide économique, versus on veut que les DRAC et que le ministère restent notre unique interlocuteur pour défendre la spécificité de nos projets et les enjeux de politique publique. Donc voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas très clair, mais encore une fois, je n'ai pas lu tout le livret en détail encore. Merci Lorraine. Je ne suis pas très sûr d'avoir complètement compris ta question non plus, mais je peux en tout cas essayer de répondre pas forcément au nom du Syndiac en tout cas, mais ce qui m'échappe dans ta question, c'est que je ne vois pas la contradiction entre la question de défendre le périmètre de la DGCA et demander à ce que le CNM soit engagé sur des missions de service public. C'est-à-dire que je ne vois pas où est la contradiction en fait à cet endroit, et elle me semble en fait cette position relativement légitime. Il est évident en fait que, en tout cas je crois que c'est la position du Syndiac, que le périmètre de la création musicale et des enjeux de service public est d'abord effectivement la prérogative de la DGCA, mais il n'empêche absolument pas que le CNM puisse avoir des considérations, et sa structure même en fait est l'appel à un devoir de mission de service public, et donc d'avoir des considérations qui ne sont pas uniquement du champ de l'économie.
Oui, c'est compliqué d'émettre une politique publique, des décrets, des réglementations ou des incitations à développer tel ou tel secteur musical ou d'une autre discipline. Si l'acteur lui-même n'a pas les moyens de cette politique, ça devient compliqué. Donc le CNM, ça reste un établissement public indépendant, même s'il reçoit un certain nombre de recommandations. Mais si, moi je la trouve, cette contradiction dans ce petit paragraphe, la page 47, où si on veut redonner des moyens au CNM sur une expertise sur la prise de risque artistique, j'ai l'impression qu'on se tire une balle dans le pied par rapport au projet initial de vouloir redonner le pouvoir de cette prise de risque artistique à l'État en tant qu'État central et déconcentré. Mais peut-être qu'on veut dire la même chose. Ouais, j'ai l'impression qu'on dit la même chose. Mais ça me semble important de lever cette contradiction ou ce sujet à l'heure où le financement du CNM, on le sait, n'est pas encore totalement clarifié, ni ses missions complètement d'ailleurs. Et que moi, j'ai, à titre personnel, combattu à l'époque la naissance du CNM pour éviter cette contradiction et pas qu'on se retrouve les pieds dans le tapis à ne devoir rendre des comptes uniquement économiques à un acteur qui ne prend plus du tout en charge l'expertise artistique, encore moins les enjeux de création musicale. Donc j'avais combattu avec tous les partenaires à l'époque cette idée de création d'un CNM qui prendrait la place d'un État complètement intègre sur ces enjeux de politique. Et je me demande si on ne se mélange pas un tout petit peu les pinceaux avec cette position de la page 47. Mais si pour vous c'est clair, tant mieux. Je ne sais pas si pour un lecteur non avisé, ça l'est, mais peut-être que j'enfonce des portes qui ne doivent pas être ni fermées ni ouvertes. C'est vrai qu'on a eu un peu ce débat-là avec le CNM, justement à Mama, parce qu'il était invité à la table ronde la dernière fois. Pour être clair, on souhaite quand même s'appuyer l'existence toujours du CNM, après avoir défendu, comme la position pendant longtemps aussi du Syndiac a été de lutter contre la création d'un CNM. Aujourd'hui, on en est revenu, il lui faut des moyens. On est bien d'accord qu'il faut contribuer à ce qu'il y ait des moyens au CNM pour qu'ils soient redistribués aux acteurs. On souhaite juste que dans la redistribution, on tienne compte d'une différence entre des acteurs qui viendraient chercher un guichet davantage au profit, je dirais, non pas d'une indépendance artistique ou d'un travail de service public territorial, avec en même temps qui développe un travail de rencontre avec des publics, d'action culturelle qui sont quand même la force du service public aussi, et beaucoup d'ensemble font ce travail sur ce territoire, et de simplement des acteurs qui viendraient faire bankable, guichet, et sans se soucier de à quoi ça va servir et à qui ça va servir, et simplement pour éviter de faire un peu moins de déficit. C'est juste cette question-là qui nous semble importante, de vérifier. Moi, j'ai été moi-même dans des commissions, j'étais plusieurs fois, à plusieurs reprises, quand même assez choquée des échanges qu'on pouvait avoir pour attribuer une subvention. Où, par moment, je me disais, mais c'est pas possible qu'on donne de l'argent au cuisinier d'une salle à Pétaouchnok qui n'est pas payé, qui fait de la magie en même temps entre deux services cuisine. Enfin, voilà, c'est des choses où je me dis, bah non, ça marche pas, quoi. Bonjour, je suis Philippe Gauthier, je parle au nom du SNAM-CGT, le syndicat des musiciens et musiciennes. Merci pour l'invitation de venir ici et merci pour le travail. Je vais intervenir dans la suite de ce qui vient d'être dit parce que je vois aussi, moi, pas mal de contradictions, autant le dire franchement, dans la position sur le CNM. Bon, déjà, le CNM... aujourd'hui, pour le champ des musiques actuelles sur les spectacles vivants, son intervention, c'est moins de 20 millions d'euros. Donc, si je puis dire, par rapport à ce qu'est le financement des musiques de création et de patrimoine, les chiffres sont rappelés par ailleurs dans le document. Disons-le tout de suite, c'est de la roupie de son sonnet. Donc je comprends mal en quoi le secteur de la musique de création et de patrimoine imaginerait qu'il trouverait au CNM une manne et des financements
qui viendraient l'aider réellement quand on met en regard ce que sont les financements des GCA, les financements DRAC, à côté de ceux du CNM. Et donc, ça c'est une première remarque. La deuxième chose, c'est que donc, le CNM fait suite au CNV. La taxe sur les spectacles de musiques actuelles, chansons et de jazz, a été et le CNV ont été une formidable machine à développer le secteur marchand. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, le secteur marchand n'était pas du tout développé. Il y avait peu d'entreprises, des entreprises qui faisaient souvent faillite, etc. Grâce au système grâce à l'action du CNV, le secteur marchand s'est beaucoup renforcé. Et donc, une des questions qu'on veut se poser, c'est est-ce que les musiques classiques et de création veulent rentrer dans le champ du CNM et voir des dispositifs d'aide qui ont pour but et pour effet de renforcer le secteur marchand, et bien se mettre en œuvre dans le secteur des musiques de création et de patrimoine. Et je pense que cette question, il faut se la poser sérieusement, puisque il y a pour l'instant quelques rares acteurs du secteur privé qui ne font que de la musique de patrimoine. Voilà, mais si on veut, en gros, si on veut que des entreprises du secteur marchand viennent concurrencer les entreprises du secteur public aujourd'hui, bah, je dirais, il faut dire que la musique classique et de création patrimoine, elle doit rentrer dans le champ du CNM. Et donc je comprends mal, moi non plus, la position. Et puis dernièrement, je comprends mal aussi qu'il est rappelé dans le document que le CNDH soutient la taxation de la billetterie des opéras et du symphonique et du secteur classique. Puisque dans quel but taxer des établissements qui, en majeure partie, sont financés par les collectivités territoriales et en complément par l'État? Pourquoi les soumettre à cette taxe dans le but d'alimenter un centre national de la musique dont la logique ne sera jamais, je crois qu'on peut le dire, la logique ne sera jamais une logique de sélection des projets sur une base esthétique. Le CNM distribue des aides économiques et je crois que c'est chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais c'est se leurrer que d'imaginer demain le CNM distribuer des aides sur d'autres critères que des critères purement économiques. Je vous remercie pour votre question et je partage en fait votre point de vue. Et encore une fois, je ne vois pas la contradiction à cet endroit parce que si je crois comprendre en tout cas votre position, serait de dire effectivement laissons le CNM au secteur marchand et ne nous en occupons pas du tout. Et donc laissons uniquement nos activités de service public à la question de la DGCA. Alors même que le CNM structurellement fait partie de la question du service public, et alors même qu'il nous est vendu depuis la maison commune, et j'étais avec Lorraine et beaucoup d'autres à combattre contre cette idée, effectivement, qui sentait déjà un petit peu le roussi avant d'arriver. Le CNM nous est présenté par le ministère comme une maison commune. Alors, le considérer uniquement en fait comme le secteur marchand, alors même qu'il fait partie du ministère de la Culture, il n'est pas au ministère de l'Économie, il s'agit bien d'une politique culturelle. Et se recroqueviller sur la question de la DGCA en disant ben nous, ça va être uniquement la DGCA et le CNM, on va le laisser faire des affaires entre gens sérieux de l'économie, je pense que ce serait relativement suicidaire et politiquement totalement mortifère. Et ça n'aidera ni les musiciens, salariés, permanents ou intermittents à retrouver une dynamique de service public demain. Bon, je fais une dernière question parce que je ne l'avais pas annoncé. Mais ça va vraiment être la dernière question parce qu'on prend du retard sur la table ronde d'après que je profite pour présenter, qui sera sur le lancement d'un réseau d'entraide entre femmes et extrêmement novateur. Donc, merci de vous y préparer pour après. Oui, Henrik Terrain pour la FEVIS. J'ai une petite question sur la page 24. On partage le constat sur la disparition des marges artistiques et vous notez que vous serez vigilant à ce que l'emploi artistique ne soit pas la variable d'ajustement. Et j'ai une question, c'est comment vous serez vigilant? Qu'est-ce que vous pensez faire? Ça occupe, Henrik, merci de ta question. Ça occupe notre quotidien, voire nos nuits et jours. Bah oui, en fait,
Je crois qu'on arrive beaucoup à cet endroit-là. 2023, avec l'inflation, a fait énormément diminuer la marge artistique disponible dans les lieux pluridisciplinaires, entre autres, pour ce que je connais, mais pas seulement, je pense dans les établissements culturels en général. Malgré quand même depuis de nombreuses années, plutôt une tendance à non pas augmenter les masses salariales. Mine de rien, c'est pas ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand on regarde les statistiques depuis 10 ans, les lieux n'ont pas rembauché quand les gens partaient. Donc, mais malgré ça, il y a quand même une inflation aussi des salaires, des déplacements aussi, aujourd'hui des transports des corps, des fréments, etc. Donc, il n'y a pas de solution magique. Henrik, comment on va faire? Je crois que c'est un dialogue qu'on va devoir avoir, un peu musclé, je l'avoue, avec des collectivités et l'État qui sont, à mon avis, pas vraiment conscients de la situation, parce qu'en se disant, on a voté un budget avec 10 millions en plus, un plan mieux produire, mieux diffuser avec 9 millions, et en se disant, mais là, on va réussir à... On nous a même dit que ça va faire des bouffées d'air pour les structures. Je ne sais pas encore comment les bouffées d'air elles vont se faire. Et évidemment, la crainte, c'est que c'est une chaîne en cascade. Que demain. Donc, j'ai pas de solution encore, mais ça passera forcément par le dialogue et la prise de conscience en premier lieu des élus et de l'État en région et au national sur ces questions. Mais elles sont urgentes aujourd'hui et elles occupent là les conseils d'administration qui ont lieu un peu partout en novembre-décembre dans nos structures. Là, je parlerai peut-être uniquement en mon nom et peut-être pas au nom du Syndéac, mais sur cette question du disponible artistique, je préfère effectivement que l'artistique soit pas à la marge du spectacle vivant. Je trouve que symboliquement, c'est déjà assez insultant comme ça. Cette question disponible, pour moi, c'est vraiment la mère de toutes les batailles parce qu'elle sera la question de survie en fait du service public pour le spectacle vivant. À quoi servent effectivement les missions, les différentes structures et notamment les labels si elles n'ont pas d'argent artistique? En 2016, au moment de la loi, j'ai beaucoup défendu qu'on sanctuarise la question du disponible par rapport aux diffusions dans la question des textes labels. À l'époque, j'ai pas eu beaucoup d'écoute, même du ministère, et les artistes ne le défendent pas assez. Et là, j'en appellerai plutôt aux artistes, en fait, pour défendre effectivement cette question-là comme une obligation en fait légale de gestion des structures du spectacle vivant. Ça ne viendra pas demain, et là, on est dans une telle situation de difficulté que ce sera assez forcément long, mais je pense que cet enjeu est absolument essentiel pour notre survie à tous. Et avant de conclure et de poser le micro, je voulais remercier beaucoup Julien Derouet qui a fait un magnifique travail au Syndéac et Vincent Moisselin pour son investissement constant. Merci beaucoup. Voilà.